Bienvenue dans cette belle salle et j'en profite pour dire à ceux qui sont encore à la cafette que ça y est, c'est le moment de nous rejoindre. Alors je ne veux pas vider cette salle et puis c'est vrai que le thème va être vraiment extraordinaire, mais il y a une session parallèle, n'est-ce pas? Et donc si vous êtes vraiment intéressé, mais entre nous, restez là quand même, mais par numérique et souveraineté, où en est-on avec Bruno Alomar et Thomas Kurdijian? Eh bien c'est dans l'auditorium en parallèle et ça va être aussi super, mais restez quand même, voilà. Je suis vraiment ravi de vous accueillir et puis d'accueillir nos invités, nos débatteurs. Je reprécise que vous avez la possibilité de poser des questions et nous sommes en 2025 et donc hyper moderne. Et donc vous allez sur l'application WooClap, tout est expliqué à l'extérieur. Vous pouvez aussi vous connecter à Internet, comme vous le savez, avec le mot de passe qui est indiqué dehors. Et vous pouvez aller poser des questions, voter et nous allons après les sélectionner et puis nous les relayerons à nos débatteurs de cette conversation. Débatteurs que j'ai le grand plaisir de présenter. Enfin, d'ailleurs, faut-il les présenter? En tout cas, bon, Nicolas, évidemment, tout le monde te connaît. Nicolas Bouzou, tu es directeur du cabinet d'études Asterès et tu es président des Rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, que je vous conseille vraiment. C'est au mois de novembre, c'est dans le sud, c'est à Saint-Raphaël. Et c'est au moins aussi extraordinaire que les rencontres des Sablons. Il faut vraiment y aller. Évidemment, Nicolas Bouzou, essayiste, chroniqueur, économiste qu'on connaît beaucoup. Alexandre, plus jeune et peut-être un tout petit peu moins connu, mais ça, ce n'est qu'une question de temps. Alexandre Mancino, tu es avocat d'affaires, entrepreneur et président du Cercle Orient. Nous avons... Alors, ça me faisait toujours rire quand j'étais au lycée parce que tous les professeurs expliquaient que leur matière était la plus intéressante et la plus formidable, mais objectivement, je crois qu'on a le plus beau thème de ces 2 jours. Sur le déclinisme, nous conduit-il à la déprime? Alors saviez-vous qu'environ 1 Français sur 10 était concerné par la dépression chaque année? Alors je ne sais pas si ça a un lien avec le déclinisme, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de cercle vicieux entre l'autodépréciation, qui est peut-être une spécialité française, on va en parler, et le fait qu'en effet, au bout d'un moment, nous déclinons, nous avons l'impression d'être moins bons. Vous savez qu'en pédagogie, on parle de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est l'effet bien documenté scientifiquement, qui est que quand vous dites aux élèves « vous êtes bons, vous pouvez y arriver », quand vous les considérez bons, ils sont en effet meilleurs. Et donc ce truc, et bien sûr, à l'inverse, tu es nul, tu ne peux pas y arriver, ça fait objectivement baisser. Il y a un effet autoréalisateur dans la façon dont on se considère. Donc on va parler là, durant cette petite heure, évidemment du déclin, on va commencer par parler de cette idée, mais au-delà du déclin, du déclinisme, c'est-à-dire de la tendance, du goût qu'on peut avoir spécialement en France à une forme d'autodépréciation, et on interrogera ses conséquences évidemment sur alors notre santé mentale et puis la réalité d'une forme justement d'affaiblissement. Vous n'êtes pas nécessairement d'accord sur tout, mais c'est bien ça l'idée. Et j'ai envie de commencer par une sorte de petit tour de table, donc à distance, autour du thème du déclin. Mais finalement, est-ce que nous déclinons? Et question subsidiaire déjà, si nous déclinons, mais qu'est-ce qui décline très exactement? Qu'est-ce qui décline et qu'est-ce qu'on décrit quand on parle de ce déclin? Est-ce que c'est d'ailleurs aussi une atmosphère? Est-ce que c'est beaucoup plus des choses qui sont tangibles? Bien sûr, on parlera après des solutions. Allez, est-ce que je commence par demander à Alexandre son avis? Oui, alors merci beaucoup. Je pense que pour répondre à la question, il faut observer les choses avec beaucoup de réalité, de réalisme, et parvenir à un diagnostic partagé sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Aujourd'hui, effectivement, je ne voudrais pas jouer les Cassandres, je ne suis pas pessimiste par nature, mais néanmoins, on ne peut pas dire que le pays va bien. On peut dire que le pays va bien, tant politiquement qu'économiquement, que sur les aspects économiques, sur les aspects sociaux. Et d'ailleurs, beaucoup d'enquêtes d'opinion le montrent.
Alors les Français sont un peuple par nature très, très pessimiste, hein, mais néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même atteint un certain degré, je dirais, d'alarmement sur l'état de notre pays. La crise politique depuis des mois, nos comptes publics, la dette, déficit, l'inefficience réelle de l'action publique, l'absence d'allocation des ressources, et puis le sentiment en réalité que le travail ne paie plus, que la méritocratie ne fonctionne plus. Alors quand on a dit tout ça, bien sûr, on ne peut pas se contenter de ces déclamations, et encore faut-il les dépasser et essayer de trouver des solutions. Mais en tout cas, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, la France, si elle ne fait rien, et si tous collectivement on ne se projette pas avec un horizon de long terme, avec un ancrage dans des fondamentaux pour précisément structurellement changer les choses, je crois que malheureusement, on va aller droit dans le mur. Nicolas, est-ce que finalement, c'est pas plutôt la déprime qui nous conduit au déclin? Est-ce que ce déclin, il est selon toi une réalité? Alors, on verra après si c'est une fatalité. Alors, bonjour à tous, et puis vraiment merci Olivier d'organiser ces rencontres, parce que le pays a tellement besoin de lieux de débat intelligents que c'est vraiment un geste citoyen, et vraiment merci à toi, à Sapiens et à la municipalité de Neuilly de faire ça. C'est absolument indispensable. Je dirais que la France connaît un déclin relatif par rapport à l'Europe, qui connaît un déclin relatif par rapport aux États-Unis, dans un Occident qui ne décline pas, contrairement à ce qu'on peut dire. La France connaît un déclin relatif par rapport à l'Europe. Vous avez un certain nombre de marqueurs qui le montrent. Le marqueur, on va dire, d'actualité, un parmi d'autres, mais c'est la situation de nos finances publiques, qui est absolument catastrophique, mais surtout qui se dégrade, alors même qu'elle s'améliore à peu près dans tous les pays européens. Si vous prenez un indicateur qui, à mon avis, est le meilleur pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qu'on appelle le solde budgétaire primaire, c'est-à-dire, au fond, le déficit de l'appareil public, une fois que vous avez mis de côté la charge d'intérêt, vous voyez qu'on fait partie des rares pays à avoir un déficit. La plupart des pays sont en excédent. Et ceux qui sont en déficit comme nous, le déficit se réduit très rapidement, alors que le nôtre, il s'aggrave. Et le budget qui va être voté a le mérite d'exister, évidemment, mais il n'apporte pas le début d'une solution à notre problème de finances publiques qui, après le vote de ce budget, reste entier. Voilà. Donc, je ne vais pas multiplier la description de tout ce qui ne va pas en France, mais ça, c'est quand même un sujet. Une Europe qui décline relativement aux États-Unis. Je renvoie au rapport Draghi qui explique parfaitement les choses. Un différentiel de productivité important, un manque d'innovation. Alors, à la fois un manque d'utilisation des innovations par les entreprises européennes, mais aussi un manque de production de ces innovations. Vous savez parfaitement que quand on regarde toutes les entreprises aujourd'hui qui comptent dans le numérique, dans l'IA, dans la robotique, elles sont toutes américaines, un tout petit peu chinoises, mais en réalité elles sont toutes américaines. Et un déclin relatif de l'Europe par rapport à des États-Unis qui vont bien du point de vue économique, et surtout, et ça je me permets, je termine par là, dans un Occident qui ne décline pas. Alors ça, je veux vraiment insister là-dessus, et je renvoie aux livres fantastiques. Il y a 2 livres fantastiques en cette rentrée, c'est celui d'Olivier et celui de Pierre Bentata, qui portent justement le livre de Pierre sur, non pas le déclin de l'Occident, qui, comme Pierre l'explique très bien, est quelque chose qui est théorisé depuis 100 ans, qui ne s'est jamais produit, mais il y a une production littéraire depuis Spengler très riche, là-dessus, mais qui porte sur pourquoi est-ce que l'Occident pense en permanence qu'il est en train de décliner alors que ce n'est pas vrai. Une question beaucoup plus intéressante et beaucoup plus originale. Et le premier chapitre du livre de Pierre s'appelle « L'introuvable déclin », parce que vous pouvez regarder tous les chiffres, vous pouvez les prendre dans tous les sens. Il n'y a aucun déclin occidental. C'est en Occident que l'économie se développe le plus, c'est là que sont les entreprises innovantes, c'est là que vont les gens, c'est vers là que se dirigent les migrations. Le soft power culturel des pays occidentaux, c'est le plus important. Les gens regardent Netflix aujourd'hui dans le monde. Voilà. Donc il n'y a pas de déclin.
En revanche, en France, oui, très clairement, puisque c'était sans doute le sens de ta question, il y a bien évidemment un déclin relatif. Alexandre, quand les murs s'abattent, c'est toujours intéressant de voir dans quel sens vont les gens. On l'a vu entre l'Est et l'Ouest autrefois. Il y a très très peu de gens qui couraient vers l'Est et qui essayaient de passer les barrières. C'était plutôt dans l'autre sens. L'Occident, parce que c'est la France, mais pas seulement évidemment, continue d'attirer. C'est chez nous qu'on veut aller. Même beaucoup de riches Chinois viennent épris de liberté. Est-ce que c'est pas le signe fondamentalement que, au-delà de difficultés dont a parlé Nicolas, on garde l'essentiel? Alors, il faut, je crois, savoir de quoi on parle. Effectivement, on est dans un déclin relatif de l'Occident, mais qui attire toujours. La démocratie libérale attire, bien que on peut l'interroger. Là, je reviens de 3 semaines passées au Moyen-Orient. Typiquement, alors certains argueront que la démocratie, que la liberté d'expression dans ces pays-là n'est pas tout à fait présente. D'accord. Néanmoins, vous allez aux Émirats arabes unis, vous avez un climat business, économique, d'attractivité, de compétitivité, de méritocratie même, puisque là-bas, quelle que soit votre échelle sociale, vous avez quantité d'immigrés pakistanais, indiens, qui se retroussent les manches et qui n'ont pas le sentiment, enfin en tout cas moi c'est pas ce que j'ai vécu là-bas, d'être fondamentalement malheureux. Enfin je veux dire, on est dans une société extrêmement attractive, très business, on va dire friendly, si vous me permettez cet anglicisme, qui fait que il s'y passe quelque chose. Alors après, pour répondre à la question, je pense qu'on est quand même dans un changement de centre de gravité du monde. Aujourd'hui, les États-Unis se portent très bien, la Chine économiquement, même si on peut nuancer, mais est quand même à la pointe de certaines technologies, d'innovation en intelligence artificielle. En Europe, alors il y a énormément, on ne va pas faire l'inventaire à l'après-vert de ce qui ne va pas en Europe, mais je crois que le climat économique européen, cette bureaucratie, cette technostructure, cette régulation, moi en tant qu'avocat, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de régulation et de balance, d'équilibre entre la régulation et l'innovation. On voit très bien. Moi, je dis souvent, les États-Unis ont le RGPD, les États-Unis ont les GAFAM, la Chine les BATX, et puis l'Europe, en Europe, on a le RGPD. Bon, est-ce que ça, c'est pas un aveu de faiblesse, mine de rien, même si on peut évidemment pointer les aspects positifs du RGPD, mais néanmoins, je crois qu'on est quand même fortement à la traîne d'un point de vue économique. Alors oui, on attire encore par nos idéaux, par cet universalisme européen, français notamment, à travers la démocratie, les libertés, et ça c'est évidemment quelque chose qu'on doit garder, nos modèles sociaux notamment. Mais néanmoins, je crois qu'il faut quand même parvenir à un diagnostic partagé. Moi, j'ai le sentiment que le centre de gravité du monde, aujourd'hui, change. États-Unis, Chine, Moyen-Orient, ces pays-là sont dans un boom économique ahurissant par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Je crois qu'il faut collectivement s'interroger sur les raisons certains parleront de déclin. Oui, on est dans un déclin relatif, moi je le pense. Et je crois qu'il nous faut retrouver le courage de dire les choses. Mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. C'est pas moi qui le dis. Donc je pense que ce diagnostic partagé sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, est absolument nécessaire. Et je pense que les dirigeants politiques se doivent de retrouver ce courage de dire les choses sans bien-pensance et en évitant tout politiquement correct sur ces questions. En t'écoutant, je repensais à cette fameuse phrase où on dit toujours que les Français sont des gens qui vivent au paradis et sont persuadés de vivre en enfer. Il faut souvent voyager un petit peu. En t'écoutant aussi, je pensais, et Nicolas, je te pose la question, à Donald Trump. Justement, nous sommes très complexés, peut-être probablement à dessein, face à plein de différences, notamment de PIB par tête, face aux États-Unis. Conscients du fait que nous n'occupons plus la place centrale que nous avons pu occuper en réalité pour la France il y a assez longtemps, parce que Louis XIV, il y avait un moment, peut-être Napoléon encore, mais enfin le 19e siècle, c'était déjà plus le moment français. C'était quand même plutôt le moment anglais, puis après évidemment le moment américain. Pourtant Trump vient d'être élu justement sur l'idée du déclin américain auquel il faudrait remédier. MAGA. Alors, la question que je pose, c'est que finalement, est-ce que ça ne montre pas le fait que nous sommes tous sujets à une forme d'autodépréciation? On a tous l'impression que les choses ont chuté,
Mais question subsidiaire, qu'est-ce que signifie pour toi l'arrivée de Trump? Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous devons en faire, nous, Européens? Oui, je vais répondre à tes deux questions. Alors, première question, là aussi, je me réfère au livre de Pierre Bentata. En fait, il explique très bien que les démocraties libérales, forcément, pensent qu'elles déclinent. C'est dans le principe de la démocratie libérale, puisque la démocratie libérale, elle se regarde en permanence. Et quand on se regarde, on voit ses défauts. Et alors, c'est aussi ça qui permet de progresser et de se corriger. Mais le wokisme est typiquement un avatar de ça. Le wokisme, c'est, au fond, on a fait des progrès dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, mais on regarde du coup autre chose. Donc on va regarder, par exemple, les discriminations envers les homosexuels. Oui, mais il y a moins de discrimination envers les homosexuels. Ah, mais du coup, on va regarder les transgenres. Oui, mais il y a moins de discrimination envers les transgenres. Oui. Et du coup, on va de défaut en défaut jusqu'à nier nos valeurs et jusqu'à un relativisme qui consiste à dire « Oh, mais finalement, nos valeurs, elles ne permettent de résoudre aucun de nos problèmes. » Alors c'est ce qu'avait très bien montré Raymond Aron dans les Désillusions du progrès, dans lequel il expliquait très bien que la faiblesse de la démocratie libérale, qui est évidemment le meilleur système, sans l'ombre d'un doute, mais c'est qu'elle était incapable de tenir ses promesses. Promesse d'égalité, impossible à tenir. Promesse d'universalité, impossible à tenir. Promesse de prospérité pour tous, impossible à tenir. Donc, en réalité, le fait que, même dans un pays qui ne va pas si mal que ça, il y ait une réaction qui consiste à dire « mais quelle horreur, il faut tout changer », est quelque chose qui est parfaitement normal. Alors après, pour répondre à la deuxième partie de ta question, moi, je pense que Poutine et Trump, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Union européenne et à l'Europe. Et c'est pour ça que je suis très optimiste, puisque... Vous n'êtes pas nombreux à penser ça. Je sais. Mais la Russie, que je considère comme un État agressif, donc un énorme problème pour nous, quelque chose qu'on peut discuter, mais moi je considère que c'est un immense problème, une menace pour l'Union européenne. Donc le fait qu'on ait d'un côté cette menace et de l'autre les États-Unis qui sortent complètement du droit en réalité pour n'user que de la force, y compris par rapport à ses alliés. Regardez ce qui se passe au Canada, c'est extrêmement révélateur. Donc d'un côté un État agressif, de l'autre un allié qui n'en est pas vraiment un en ce moment, et ça reviendra bien évidemment, mais c'est l'obligation pour l'Union européenne de devenir adulte, l'obligation pour l'Union européenne de devenir forte, l'obligation, j'espère, pour l'Union européenne de se débureaucratiser, l'obligation de comprendre qu'il faut maîtriser les technologies, de comprendre, comme l'explique Mario Draghi, que le vrai problème et la question qui devrait nous obséder jour et nuit, c'est pourquoi Mistral, oui c'est formidable, mais la vérité c'est que c'est petit. Et Elon Musk, peut-être on l'aime pas, mais tout ce qu'il fait, ça marche et ça devient énorme. Donc c'est à ça qu'on doit réfléchir en profondeur. Pourquoi est-ce que, face aux déclarations de Donald Trump sur la bande de Gaza, quoi qu'on en pense, l'Union européenne ne sera pas écoutée? Et si elle ne sera pas écoutée, ce n'est pas parce que ce qu'elle dit n'est pas intelligent, c'est simplement parce qu'elle n'a pas la puissance qui lui permette de s'imposer dans le débat. Et je pense que ce changement culturel, ce saut culturel, peut-être, il est en train de se faire. On va voir par exemple ce qui va se passer en Allemagne dans quelques semaines, là, dans quelques jours, avec les élections législatives qui vont être remportées, je pense, par la CDU, avec un chancelier qui est quelqu'un justement qui a un peu cette idée de l'Europe comme puissance qui veut débureaucratiser, l'Allemagne, l'Europe, etc. Mais la Pologne est sur cette ligne aussi. Même la France, écoutez Stéphane Séjourné par exemple, il est sur cette ligne. Donc il ne faut pas désespérer. On est dans une situation qui est extrêmement compliquée avec des tensions très fortes au niveau mondial. Mais c'est peut-être là, justement, que l'Europe va se réveiller. Alexandre, je te sentais... Je pensais que tu avais envie de répondre. Oui, alors je partage le constat. Simplement, je vais juste un peu nuancer. C'est-à-dire que quand le Covid est arrivé, on nous a dit qu'on a émis les dettes en commun, on a pris conscience de nos vulnérabilités collectives et on a remis le terme de souveraineté, qui était un grand mot qu'on n'osait pas prononcer avant le Covid, sur la table. On a eu plusieurs de nos ministères qui ont pris l'appellation de souveraineté. On a parlé d'autonomie stratégique européenne, on a parlé d'Europe puissance, d'Europe pragmatique, capable de défendre ses intérêts vitaux. Bon, alors effectivement, on a eu un changement dans le discours depuis le Covid.
Puis après, la guerre en Ukraine est arrivée, et là, pareil, on a eu un débat sur l'armée européenne, sur l'OTAN, sur la sécurité collective, et sur le type d'Europe que nous voulions pour peser dans la mondialisation et pour peser dans cette recomposition de la puissance, avec les États-Unis, avec la Chine de l'autre, et puis avec tous ces pays émergents, les BRICS notamment, qui aujourd'hui s'associent pour contre-attaquer, pour contrer nos modèles occidentaux. Le constat aujourd'hui, donc on est, le Covid c'était en 2019-2020, aujourd'hui effectivement le discours a changé, je suis d'accord, et je suis d'accord que dans les crises on a des opportunités qui doivent naître, je suis tout à fait en phase avec ça. On a eu quelques améliorations, je dirais, à travers un certain nombre de mesures, je pense au pacte vert, je pense à un certain nombre de choses, mais fondamentalement et structurellement, moi je ne vois pas vraiment la différence en Europe. C'est-à-dire que je pense qu'on a collectivement depuis des années péché par un excès d'européisme béat, qui n'a pas su se penser. Enfin, l'Europe n'est pas née, est née d'une très belle idée de paix après la Seconde Guerre mondiale, mais n'a pas su se penser en Europe puissance, en Europe pragmatique, capable, encore une fois, de défendre ses intérêts vitaux. Les États-Unis avec l'IRA, typiquement, l'Inflation Reduction Act, c'est du protectionnisme intelligent. La Chine ne s'est jamais gênée pour subventionner ses entreprises. Voilà. En Europe, on s'est toujours interdit d'aller sur ces terrains-là, sous prétexte, dans le cas d'espèces, de défendre la sacro-sainte concurrence pure et parfaite, le marché, la concurrence, le libre-échange. On voit bien qu'aujourd'hui, on a péché collectivement par naïveté en Europe, et aujourd'hui, on voit le résultat. Et l'exemple que nous prenions tout à l'heure sur l'innovation et la régulation, on est l'archétype. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, on ne peut pas dire qu'on soit dans le peloton de tête de l'intelligence artificielle, de l'innovation et de toutes ces innovations de rupture par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Aujourd'hui, on a vu d'ailleurs avec une nouvelle start-up là, sur l'IA il y a quelques jours. Enfin, donc je suis d'accord. Bien sûr que l'Europe doit s'affirmer et doit prendre... dans toutes les crises, on a des opportunités, bien évidemment. Et je crois que c'est un moment absolument crucial pour que l'Europe puisse se prendre en charge. Mais néanmoins, je crois que le chemin est encore malheureusement assez long. J'ai l'impression en effet que vous êtes assez d'accord. Alors je pensais encore en t'écoutant au discours de la servitude volontaire de la Boétie. On sait depuis la Boétie que la soumission, la servitude volontaire, elle est dans la tête de celui qui accepte la servitude, de celui qui est soumis. Et finalement, est-ce que notre problème serait moins le déclin en lui-même que le déclinisme qui produit le déclin? C'est-à-dire le fait même que nous ayons changé de regard sur nous-mêmes. Notre premier problème, c'est que nous ne nous aimons plus, que nous ne nous valorisons plus en tant que modèle, que nous ne sommes même plus capables de nous proposer à nous-mêmes notre propre modèle, qu'on n'en est plus suffisamment fiers. Et finalement, du coup, il n'attire plus, ou il attire moins, ou il laisse plus de place à d'autres modèles. Nicolas. Je partage complètement ce que tu dis. Moi, je suis persuadé qu'au bout du compte, en dernière analyse, c'est un problème de confiance dans nos valeurs, qui schématiquement sont les valeurs des Lumières, c'est-à-dire la raison, la science, la liberté, l'universalisme. Moi, je pense que ce sont les meilleures valeurs pour construire une société. Et je pense justement que ce sont les valeurs de l'Occident, ce sont les valeurs de l'Europe, ce sont les valeurs alors de l'Occident au sens historique, c'est-à-dire qu'elles ont émergé en Occident, mais ça ne veut pas dire justement que ce sont des valeurs qui ne sont faites que pour l'Occident. Et tu évoquais tout à l'heure à fort juste titre l'exemple des Émirats ou de l'Arabie Saoudite comme exemple de développement économique extrêmement spectaculaire en ce moment. Mais sur quoi est basé le développement des Émirats et de l'Arabie Saoudite? Sur le fait que ce sont des pays qui ont compris qu'il fallait laisser de la liberté entrepreneuriale, et la liberté entrepreneuriale, c'est un avatar des valeurs des Lumières. Le libéralisme économique, c'est une conséquence d'une vision de l'humain comme étant un être de raison, capable d'apporter des solutions aux problèmes qui se présentent à lui. Et donc, je suis absolument persuadé que le fond du sujet, c'est de ne rien céder
de ne jamais rien céder sur ces valeurs. Et cette grille de lecture, j'y tiens beaucoup parce que je pense que c'est un très bon guide. C'est un guide pour des questions qui nous occupent beaucoup, comme les questions de politique économique, mais aussi, je sors un tout petit peu de notre... je prends un chemin différent, mais pour revenir dans notre conversation, la question de l'immigration. Question aujourd'hui qui est présente, très importante dans tous les pays. C'est le cas en France, mais aux États-Unis, ça a été l'un des grands sujets de la campagne. En Allemagne, c'est l'un des grands sujets de la campagne. Mais au fond, pourquoi est-ce que l'immigration dans nos esprits est un problème? Parce que nous ne croyons pas en nos valeurs et parce que nous ne sommes pas capables de faire respecter nos valeurs. Si on était capable de dire et de faire respecter l'idée selon laquelle les hommes et les femmes en France, on ne fait pas de différence. Voilà. La religion, donc ceux qui viennent dans un hôpital et qui nous disent « mais je ne veux pas être soigné par un homme ou par une femme, etc. » Très bien, c'est leur droit, mais ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas en France. Parce que ce n'est pas nos valeurs. Voilà. Je ne crois pas que ce soit très choquant ce que je dise. Bon. Mais néanmoins, ce discours, il n'est peut-être pas suffisamment tenu. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on croit en ces valeurs, d'une certaine façon, ça simplifie un peu l'idée qu'on peut se faire d'un certain nombre de politiques publiques. Et donc, ces valeurs dont nous avons tout lieu d'être fiers, je pense que toi et moi, Olivier, on partage quelque chose dans le débat public, c'est que bien souvent, ça doit être la même chose pour toi, on dit « Ah, mais vous êtes libéral ». Non, mais l'air de dire est-ce que vous l'assumez et est-ce que quand même, vous ne pourriez pas vous en excuser un peu ? C'est évoqué comme une sorte de tare, C'est en quoi je réponds ? Je vais quand même pas m'excuser de me situer dans la tradition de Tocqueville, de Benjamin Constant, etc., c'est-à-dire d'idées qui incarnent notre civilisation et d'idées qui, à l'épreuve du temps, ont toujours eu raison, philosophiquement et intellectuellement. C'est aux autres de s'excuser. C'est à ceux qui n'ont pas nos idées. Ce que tu dis est malheureusement vrai, c'est très significatif d'un état d'esprit très très français. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Merci, non, pour Olivier, on dit la même chose. Le plus drôle, c'est qu'en général, on dit oui, on dit toujours la même chose. Économiste libéral, et puis l'autre qui lui crypto-marxiste. Alors lui jamais, jamais on va expliquer que le gars a fait le programme de LFI. Alors là, on dira pas. Alexandre, est-ce que nous déclinons à cause de nos valeurs qui nous affaiblissent et qui nous rendent moins puissants que les valeurs différentes d'autres pays, ou est-ce que nous déclinons parce que nous avons oublié nos valeurs ? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque où, précisément, on n'a plus de repères et on tend, et nos dirigeants politiques en premier lieu, à oublier nos valeurs. On est dans une société où on est dans du court-termisme, où le temps politique est différent du temps de la projection sur du long terme, précisément pour construire une société, pour amener les générations présentes dans le futur. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une absence complète de repères et que nos valeurs, malheureusement, passent un peu à la trappe. Et ça commence par tout ce que, parce que nous n'avons pas dans notre conversation évoqué justement les différents sujets. Regardons l'état de nos services publics, précisément l'école. Et ça rejoint la question. Je crois que fondamentalement, la transmission de ce qui fait que la France est la France, de cet universalisme que tu évoquais, de ces valeurs de liberté, de démocratie, d'émancipation individuelle, malheureusement, cette éducation civique aujourd'hui, au sein de notre école républicaine, n'est plus vraiment transmise. Regardons l'état de l'hôpital, qui, on l'a vu lors du Covid, a montré ses faiblesses. Et ce qui est à remarquer, c'est cette inefficience et cette absence d'allocation des ressources, c'est cette inefficience de l'action publique en réalité, puisqu'on est le pays, le CDE, qui avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. Et en parallèle, on voit la piètre qualité de nos services publics, que ce soit l'école, l'éducation, la santé, l'autorité. On le voit tous les jours. Et c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce
ce que réclament les Français. C'est le taux de fiscalité le plus élevé. Donc là, on a atteint la courbe de l'affaire. Hein. Trop d'impôts tue l'impôt. Ça y est, nous y sommes. Mais qu'est-ce que nous avons face à ces impôts? Malheureusement, on voit nos services publics décliner jour après jour. On voit l'état de l'école. On voit l'autorité qui s'affaisse. Et ça rejoint ta question sur les valeurs. Aucun de nos dirigeants politiques aujourd'hui, malheureusement, en tout cas c'est ce que nous partageons au sein du Cercle Orion, ne se projette sur du long terme. On n'a plus de vision, on n'a plus d'horizon. On est dans du court-termisme avec une volonté de contenter un électorat pour la prochaine élection. Sauf que les hommes d'État aujourd'hui, ce sont des gens qui pensent à la prochaine génération. Ce pas des gens qui doivent penser à la prochaine élection. Et ça, malheureusement, on est dans du en même temps sur tout et n'importe quoi, dans un relativisme des valeurs qui ne nous amène pas, qui ne conduit pas le pays vers quelque chose qui soit pérenne. Et c'est de cela dont il s'agit. Je crois qu'on doit tous collectivement retrouver le courage de faire, le courage de dire ce qui ne va pas, le courage de parvenir à un diagnostic partagé en nommant les choses, en nommant les vrais problèmes, parce que taire la vérité, c'est déjà mentir. Et je crois qu'aujourd'hui, par bien-pensance, par un excès de politiquement correct, on n'ose plus, et nos dirigeants politiques n'osent plus aller précisément sur ce qui ne va pas en nommant les vrais problèmes. Quand on voit un Bruno Retailleau, par exemple, qui est l'un des seuls aujourd'hui dans la classe politique à avoir nommé les vrais problèmes sur l'immigration que tu évoquais, sur la laïcité, sur le fait religieux, on voit à quel point il est plébiscité quand même par l'ensemble des Français. Et le phénomène Zemmour, quoi que nous en disions, bien sûr que les solutions préconisées étaient à certains égards très populistes et très démagogiques, mais néanmoins, il a quand même eu le mérite de dire tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas, et de moins en moins bas d'ailleurs aujourd'hui. Je me ferai l'avocat du diable, Nicolas, et même le diable a besoin d'un avocat. Est-ce qu'on n'a pas raison ? En effet, quand on constate objectivement des dégradations de niveau d'accueil à l'hôpital, de niveau d'éducation, évidemment de dégradation relative de ce qu'on a pour notre argent en termes d'impôts, est-ce qu'on n'a pas de raison d'appeler ça du déclin? Est-ce que appeler ça de déclinisme, c'est pas finalement pousser ça d'un revers de main? Et question subsidiaire, parce que j'adore les questions subsidiaires, mais et là encore en écoutant Alexandre, est-ce que le déclin n'est pas autant l'idée que quelque chose est moins bien qu'autrefois, que l'idée que nous ne savons plus vers quel avenir aller, quel est l'avenir que nous avons. C'est plus le fait de ne pas avoir devant que de voir qu'aujourd'hui est moins bien qu'hier. Voilà. Bon, là encore, je partage ce que tu dis, comme toujours, hein, désolé. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est aussi lié d'ailleurs avec ce que disait Alexandre. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes du débat public en France et du débat politique, c'est le manque de projection vers l'avenir, très clairement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu as eu la gentillesse de citer les rencontres de l'avenir, que j'ai créées avec des gens comme toi, puisque tu en es un des sociétaires chaque année. L'idée, c'était de se dire, il faut absolument qu'on ait des espaces dans le débat public où on parle de l'avenir, et où on parle de l'avenir sous l'angle des solutions. C'est-à-dire, non pas simplement le réchauffement climatique, ça va continuer, oulala, ça fait peur, etc. Trump est méchant, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais comment on agit par rapport à ça? Quelles sont les solutions? Et quelle est la place de notre pays? Donc, il faut déjà vraiment toujours parler de l'avenir et parler des sujets de l'avenir. Moi, ce qui me désespère le plus dans le fait qu'on rouvre le sujet des retraites, c'est même pas la question technique. C'est idiot, hein, de rouvrir du point de vue technique, de rouvrir ce dossier. Mais c'est pas ça. Moi, ce que je trouve le plus navrant, c'est qu'on va être obligé, notamment toi et moi, de reparler des retraites. Sujet absolument inintéressant. Terme militaire, retraite, hein, qui préfigure la défaite. Et qui nous empêche de parler de l'éducation, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de sujets qui sont intéressants et qui engagent, pour le coup, notre avenir. Et donc, il faut absolument qu'on fasse cet effort-là. Et je suis entièrement d'accord avec ce que disait Alexandre sur le fait qu'aujourd'hui, l'un des écueils de la vie politique en France, et plus encore de la vie parlementaire, c'est l'absence, très souvent,
de prise en compte de l'intérêt général. Bon, là, de toute façon, on l'a vu ces derniers jours. Enfin, franchement, on se retrouve avec un budget qui est nul. Non, mais qui est nul. Enfin, je veux dire, à tout point de vue, hein, c'est pas le sujet du jour, mais enfin, qui a pour seul mérite d'être un budget. C'est quand même pas terrible. Enfin, c'est pas extrêmement ambitieux. C'était quand même une position. Alors, ça aurait pu être pire. Hein. Il y a quand même eu des parlementaires pour jeter le précédent budget. Donc, il y a plus idiot qu'avoir un budget nul. On l'a vu. Bon, mais enfin, on aurait quand même pu espérer mieux. Et ça, c'est lié au fait qu'on n'a pas de vision suffisamment présente de l'intérêt général et on manque d'idées pour la France. Dans ses Mémoires d'espoir, le général de Gaulle, donc les Mémoires d'espoir, donc il a écrit après sa démission, il consacre le 3e chapitre à l'économie. Et il dit, en substance, on a toujours dit que je ne m'intéressais pas à l'économie, c'est faux, c'est ce qui me passionne le plus. Quand j'étais président, je consacrais la moitié de ma journée aux questions économiques. Mais pourquoi est-ce qu'on a pensé ça ? Parce que j'ai toujours considéré qu'une économie forte, une économie prospère, un budget en ordre, n'était pas une fin en soi, mais c'était la condition pour que la France soit grande, respectée, ce qui est sa vocation. Ça, c'est une idée. C'est intéressant. Tu parles d'ailleurs, bravo, on peut l'applaudir là encore, mais... C'est pour le général, hein, c'est pas pour moi. Justement, tu parles de vocation de la France. C'est vrai qu'Alexandre, comment, on parle de la France et pas seulement, plus largement, comment changer, le sursaut passe par le changement du regard sur soi. On a l'impression, c'est-à-dire le changement de la considération qu'on a de notre propre déclin, qui devient un déclin ontologique, parce que justement, on pense qu'on est affaibli du fait même qu'on se voit ainsi sans perspective d'autre chose. Est-ce que la première des choses, c'est pas commencer à changer ce regard, et comment on le fait alors ? Je pense que la première chose, c'est de bien diagnostiquer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais il ne s'agit pas non plus, à contrario, d'aller vers un optimisme naïf. Je crois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le pays, il y a des choses qui ne vont pas en Europe, et je crois qu'aujourd'hui, nous, on a la conviction au sein du Cercle Orient que nous sommes à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, comme il en a beaucoup existé, enfin pas tant que ça d'ailleurs dans l'histoire, mais qu'on est à la fin de quelque chose. Et on le voit, tout périclite. Et en disant ça, encore une fois, ça n'est pas jouer les Cassandres et ce n'est pas être un décliniste au sens... Enfin, je ne suis pas pessimiste par nature, mais je crois que avant même de changer notre propre perception de nous-mêmes, je crois qu'il faut quand même être lucide et clairvoyant. Je crois qu'on a tous péché, en tout cas que la classe politique française a péché par déni. Encore une fois, en ne nommant pas les vrais problèmes et en n'allant pas vers ces sujets fâcheux qui n'étaient pas forcément bien perçus par l'opinion. Je crois qu'il faut sortir du déni. Première chose à faire, sortir du déni et être lucide sur la situation telle qu'elle est. Dès lors que nous serons parvenus à faire ce travail et à mettre sur la table, à faire ce diagnostic commun et à le faire partager par le plus grand nombre, alors on pourra peut-être nous projeter vers ce qui peut nous permettre de dépasser cet état. Et c'est là où on en vient bien sûr à des solutions, mais qui devront être prises dans le sens de l'intérêt public, dans le sens de l'intérêt général. Je partage tout à fait l'idée qu'aujourd'hui, malheureusement, aucun de nos politiques ne sont... on n'a plus de sens de l'intérêt général aujourd'hui, on n'a pas de dépassement, on n'a plus de sens du dépassement individuel pour créer quelque chose, une société qui aille dans une direction pérenne. Et donc je crois que la perception de nous-mêmes, ce sera que l'étape numéro 2, c'est-à-dire que dès lors qu'on aura, avec lucidité, avec la voyance, tout mis sur la table et fait table rase du passé et du présent, alors on pourra se projeter, mais ça demandera un vrai courage de faire, déjà de dire les choses, de les faire, et une vraie volonté de se projeter sur du long terme, en faisant fi, je dirais, des considérations de court terme électorales qui, trop souvent, nous ont empêchés d'avancer et de construire quelque chose sur du long terme. Nicolas, tu rencontres beaucoup de décideurs
publics et privés toute l'année. Très souvent, tu les connais, tu discutes avec eux. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils continuent à ne pas voir, à ne pas vouloir voir, ou est-ce qu'au contraire, mais la question est ouverte, parce que je ne suis pas sûr évidemment de la réponse, mais ou est-ce qu'au contraire, ils savent très bien, ils ont fait le diagnostic, d'ailleurs, quelle que soit la partie de l'échiquier, mis à part quelques exceptions, mais ils ont fait les diagnostics, mais à ce moment-là, le problème serait plus une forme de pusillanimité, une forme de lâcheté, que de déni en lui-même. Où est-ce qu'on en est là de ce point de vue-là ? Tu les connais aussi bien que moi, mais je trouve que la classe politique française est d'un très bon niveau, elle est très intelligente, très bon niveau intellectuel, très, très formée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Quand on se compare, vous regardez le débat politique dans les pays qui nous environnent, souvent il n'a pas le niveau de la France. Moi, mon idée, c'est que, je parle pour moi, hein, c'est-à-dire pour les idées que moi je défends, aujourd'hui, il n'y a pas d'incarnation et pas de discours intéressant. Ce que je dis toujours, c'est que ce qui m'embête dans le débat politique, c'est que les gens qui ont un discours intéressant, c'est les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Grosso modo. Voilà. Non, mais et je vais même prendre un exemple extrême pour prendre vraiment la personne dans le champ politique dont je me situe le plus éloigné, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas inintéressant. Non, mais il a un programme. Il forme les militants, il a une école de formation, c'est l'héritage trotskiste, ça c'est très bien. Il a des idées sur tout, il les exprime bien. Ben, j'aimerais bien que dans mon camp, il y ait une personnalité de ce style. Hein, allez, je peux dire ce que je pense. Quel a été le drame avec le gouvernement Barnier ? C'est que nos amis, enfin je ne veux pas parler pour toi, mais enfin bon, mes amis, qui avaient, pendant 7 ans, expliqué que ce que faisait le gouvernement, c'était nul, ce que faisait le président, c'était encore pire, et que la dépense publique, fallait la baisser, etc. Ils sont arrivés au gouvernement, c'était la poule devant le couteau. Ah, la dépense publique. Mais comment on va faire pour réduire ça ? C'est vrai qu'on n'y avait pas réfléchi. On avait beaucoup parlé, mais à part notre ami Guillaume Kasbarian, il n'y a pas eu beaucoup de propositions. Bon, alors là, il y en a, les quelques propositions qu'il y a eu, on peut être rassuré, ont toutes été supprimées là, dans le budget qui est en train de passer. Mais donc, je trouve que le fond du sujet, c'est que en dehors des extrêmes, les partis politiques ont abandonné toute réflexion, sont des clubs d'élus au mieux, au pire des agences d'événementiel entrée de gamme, alors que les gens avec lesquels moi je ne suis pas d'accord ont des idées extrêmement précises sur ce qu'il faut faire. Et toute petite aparté, parce que en venant ici et en passant devant chez Jacques Attali, je me rappelais que chez lui, il m'avait expliqué qu'en 1981, alors qu'il pensait François Mitterrand n'avait pas une grande chance d'être élu, c'était plutôt une surprise, eh bien, sur les lois de décentralisation, dont il savait qu'elles rencontreraient une opposition assez importante, il avait, avec son équipe, tout rédigé, toutes les lois, tous les décrets d'application. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un travail extrêmement poussé, précis, avec une vraie réflexion et une vraie méthode pour appliquer ça rapidement. Ben, chez tous les gens avec... Oui, on voit ce que ça a donné, mais alors moi je suis pour la décentralisation, donc je trouve ça bien, mais en tout cas il l'a fait. Ils ne sont pas arrivés en se disant tiens, c'est vrai qu'on avait parlé de décentralisation et par contre on n'a pas réfléchi 3 secondes à la façon dont on allait s'y prendre. C'est le cas de nos amis. Il faut qu'on les aide. On me disait, bravo encore, mais on me disait que ceux qui aujourd'hui sont les premiers à expliquer que le budget fait beaucoup trop d'impôts et pas assez de baisse de dépenses étaient les premiers à présenter dans les budgets des années d'avant pour 120 milliards de hausse de dépenses si on les avait laissés faire. Je ne vais pas plus tard qu'hier soir, un ancien ministre me l'a dit. Donc effectivement, il faudrait voir d'ailleurs la cohérence en général des actions. Bon, quand même, il vaudrait mieux, évidemment, il vaut mieux quelqu'un qui a des bonnes idées mais qui ne sait pas trop comment les appliquer plutôt que quelqu'un qui a des mauvaises mais qui sait parfaitement comment. Bon, moi je préfère quand même le premier cas. Mais enfin, c'est ennuyeux. Moi aussi. C'est ennuyeux. Comment on passe de l'autre côté ? J'ai envie de revenir de l'autre côté de l'Atlantique parce que quand même, ce phénomène Trump, on est tous dans un état de sidération face, je veux dire, à ces solutions géopolitiques pour le moins innovantes.
inattendus qui sortent du playbook habituel des chancelleries, n'est-ce pas, si on peut le dire. Plein de défauts, évidemment, à tout ça. Il y a quand même un élan, il y a quand même un souffle qu'on ne peut pas s'empêcher, en tout cas moi je le confesse, d'envier. Voilà. Est-ce que méga, ça a un sens? Make Europe great again. Alexandre. Oui, pour rebondir, je crois qu'on doit promouvoir aujourd'hui et incarner une nouvelle génération de décideurs engagés, libres et audacieux. Nous, c'est ce qu'on essaie modestement de faire au sein d'Orion. Je crois qu'il faut distinguer les élites technocratiques des élites créatives. Je crois qu'aujourd'hui, on est entouré politiquement, dans la classe politique, d'élites technocratiques qui pensent à leurs contrats, à leurs éléments de langage, à leur technicité, je dirais, pour la loi de demain ou de la semaine prochaine. Mais on n'a plus d'élite créative qui se projette sur du long terme et qui a une vision pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque fondamentalement. François Mitterrand, quoi que nous en pensions, je crois que ça se perçoit, mais Orion n'est pas forcément à gauche de l'échiquier politique. Mais néanmoins, je crois que François Mitterrand avait quand même une certaine vision pour la France. On y adhérait ou pas, mais néanmoins, il a su quand même. Alors après, bien évidemment, ça a été peut-être, selon certains, le début de la fin, en tout cas le début du déclin français, 80, enfin, c'est un autre débat, mais néanmoins, il avait une vision, un ancrage, un enracinement dans les convictions qu'il défendait. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, je crois, a été le dernier qui avait aussi une certaine vision pour le pays, et puis après ça s'est gâté. Donc je crois que le côté élite créative d'un côté, élite technocratique, je crois qu'on doit absolument aujourd'hui promouvoir et incarner cette créativité dans la manière d'administrer la chose publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr que là, il faut terminer par une lueur d'espoir et par de la positivité. Tu l'as dit, Nicolas, je crois qu'aujourd'hui, la crise actuelle nous oblige en France et en Europe à construire quelque chose, à se retrousser les manches, à faire la guerre des idées dans un premier temps pour incarner quelque chose qui soit différent, qui soit capable de peser dans la mondialisation, de s'affirmer sur la scène mondiale, de défendre nos valeurs et de continuer à promouvoir cette idée auquel on est tous très attachés, cet universalisme, mais sans faire trop les cocoricots non plus. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus être trop naïf là-dessus. Mais bien sûr qu'on a énormément d'atouts et je voudrais pas être perçu comme étant quelqu'un de pessimiste et de négatif. Je crois simplement qu'il faut être lucide. Nous, c'est ce qu'on essaie d'être, en tout cas au sein du Cercle Orion, c'est être lucide sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Et encore une fois, c'est de promouvoir des solutions, de proposer des choses qui soient tenables, qui soit pragmatique. Je crois qu'il faut vraiment faire fi de la bien-pensance et de ces totems auxquels on est englué, empêtré en France et en Europe depuis des années, que ce soit sur la dépense publique en France, que ce soit sur le régalien, même si les choses bougent un peu aujourd'hui, mais sur l'immigration, sur la laïcité, sur les valeurs républicaines. Je crois qu'aujourd'hui, on a péché en ne disant pas les vrais problèmes. Et je crois qu'en Europe, pour terminer, je crois qu'en Europe c'est pareil, on ne s'est jamais pensé en puissance, on a toujours défendu une Europe naïve, qui n'a pas su défendre ses intérêts, qui n'a pas su se penser en puissance. Eh bien, je crois que cette époque est révolue au regard de la recomposition de la puissance, parce qu'on n'a pas d'autre choix, tout simplement. Nicolas, c'est très difficile de se mettre dans la tête de Donald Trump et de comprendre ses intentions. Peut-être lui-même n'en est pas totalement sûr à chaque fois, mais en tout cas, il y a un truc qu'on a compris. Son programme, sa vision, c'est America First. Bon. Est-ce que la leçon que l'Europe doit tirer, c'est l'avenir pour l'Europe, c'est de se considérer comme Europe First? Est-ce qu'il y a un Europe First dans la mesure où la force, et ce que je défends comme toi, des Lumières, et dans ce beau livre Enlightenment Now de Pinker, l'idée que tout ça est toujours contesté, mais pourtant plus d'actualité et de nécessité que jamais, comment l'Europe peut inventer son propre Europe First, qui semble quand même être quelque part en opposition avec notre ethos aussi, qui est celui de l'ouverture.
qui est celui d'une forme de solidarité, de partage. Est-ce que cette valeur première, elle n'est pas un de nos défauts, et comment en faire une force au-delà de cette forme de faiblesse qu'elle semble créer? Alors, je pense vraiment que tu poses la question essentielle pour l'Europe pour ces prochaines années, c'est-à-dire justement comment on concilie les deux, c'est-à-dire comment l'Europe reste solide sur ses valeurs, l'ouverture, Europe, hein, tu connais l'histoire, toi qui adores l'Antiquité grecque, mais voilà la mythologie, mais c'était une. Alors je crois que c'était pas une je pense que c'est une nymphe. C'était pas une déesse, je me trompe pas, exactement. Non, une nymphe, mais enfin bon, ça, oui. en tout cas, voilà, elle a été enlevée par Zeus, bon, qui enlevait toutes les jeunes filles, voilà, et emmenée sur une plage et puis emmenée ailleurs, etc. Donc Europe, c'est être d'ici et d'ailleurs. Hein, c'est très exactement ça. Donc il y a cette notion d'ouverture qui est consubstantielle à l'Europe, de projection vers l'extérieur, de respect du droit, de respect du multilatéralisme. Et l'Europe, pour moi, est une civilisation en soi, hein, qui est différente des États-Unis. Hein. C'est pas le même rapport à la justice, c'est pas le même rapport aux armes, c'est pas le même rapport au sexe, c'est pas le même rapport à la religion. Donc ce sont deux civilisations qui sont différentes, même si on a en commun un grand nombre de valeurs. Et donc, moi, je pense que ces valeurs consubstantielles à l'Europe, elles sont pas du tout une faiblesse en réalité. Pas du tout. Je pense simplement que dans la période qui est donc marquée par le Trumpisme, qui est et par Poutine d'ailleurs, qui est le retour des empires, au fond, grosso modo c'est ça, et la sortie du droit international pour être dans le rapport de force. Le Groenland, je veux l'acheter. Le Canada, si vous m'ennuyez, eh bien vous deviendrez un État américain. Le canal de Panama, maintenant, c'était l'annonce de ce matin, c'est gratuit. Pour les Américains, je vais dire. La bande de Gaza, j'en ferais bien une sorte de Miami, etc. Donc, alors là-dedans, d'ailleurs, comme tu disais, parfois il peut y avoir une idée géniale. Pourquoi pas? Bon. Mais en revanche, on est sûr de quelque chose, c'est qu'on n'est plus dans le multilatéralisme et on n'est plus dans le droit. Et ça, pour moi, c'est un problème gigantesque. Donc, à court terme, l'Europe doit faire valoir ses intérêts intelligemment. Un exemple concret. Peut-être vous en parlerez avec Daniel Dufort, le directeur général de l'Institut économique de Montréal, avec qui je discutais juste avant d'entrer. Moi, je considère que ce qui est arrivé au Canada, ça va arriver à l'Europe ces prochains jours. C'est-à-dire que le président Trump va nous dire, il a commencé à le dire, vous êtes des gens pas gentils, vous achetez pas nos voitures, le GNL que vous achetez, il n'est pas assez cher, et puis il y a des déficits commerciaux, etc. Donc les droits de douane, demain, c'est 25 ou 30% sur tout. Bon, on va se débrouiller avec ça. Donc il faut qu'on y réfléchisse. Étant donné que je pense que ça va arriver la semaine prochaine, ce serait bien qu'on y réfléchisse ce week-end. Quelle est la bonne réponse à apporter? Pour moi, c'est pas le protectionnisme, tu es un économiste, c'est pas le protectionnisme tit for tat, parce que le président Trump taxe via des droits de douane les consommateurs américains, ce qui est à mon avis une mauvaise politique, ne nous oblige pas, nous, à faire aussi une mauvaise politique pour les Européens. En revanche, qu'on soit prêt à répondre des choses fortes. Moi, j'ai une idée, par exemple, c'est de dire à nos amis américains, écoutez, vous nous dites qu'on doit dépenser plus pour notre armement, vous avez raison. On n'a pas fait assez. Mais ce sera de l'armement européen maintenant. Puis ça tombe bien parce qu'en France, en plus, nous, ça nous arrange. Voilà. Ça, c'est une grande nouveauté. Ça, je pense que c'est une réponse forte et intelligente. Donc ça, c'est la réponse à apporter à court terme. Et à moyen terme, nous avons un sujet gigantesque, passionnant, extraordinaire pour les jeunes. C'est comment on reconstruit le multilatéralisme, comment on reconstruit les relations entre les nations. Parce que le moment Poutine, Trump, il ne durera pas. C'est notre présent, donc il faut le traiter avec beaucoup de force. Mais la vocation de l'Europe, c'est pas de faire comme Trump, et c'est pas de dire à un pays tiers, tiens, le Donbass, on a une idée, finalement, ça va être à l'Europe, comme ça va, tout le monde sera d'accord. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc je pense que il y a un chemin vraiment pour l'Europe qui, comme tu le dis très bien, concilie la force et nos valeurs. Hélas, l'heure tourne, il nous reste que 2 minutes, c'est-à-dire en fait quasiment l'heure de conclure. Et pour vous lancer sur un mot de conclusion respective, les États-Unis, e pluribus unum. C'est leur devise. Nous, comme vous le savez, c'est unis dans la diversité. Est-ce que cette diversité ne continue pas à être quand même l'une de nos faiblesses
principale? Est-ce qu'on peut la surmonter? L'Europe, quel numéro? Est-ce qu'on arrive à faire une défense commune? Est-ce qu'on arrive à faire un marché des capitaux commun? Est-ce que c'est pas ça qui permettrait, de façon très concrète, de commencer enfin à faire qu'on commence à se regarder comme la puissance que nous sommes? 500 millions de consommateurs, 500 millions de citoyens, avec un pouvoir de création, avec aussi évidemment une histoire, avec des infrastructures qui sont extraordinaires. Alexandre. Bien sûr qu'il faut garder le fondamental, et nos valeurs en sont. L'idée de liberté, nos démocraties libérales. Garder le fondamental, mais encore une fois, nous séparer de ce qui ne va pas. Tu parlais du protectionnisme des Américains, de la Chine. Je pense que l'Europe doit agir avec pragmatisme aujourd'hui, et être lucide sur ses faiblesses. La technostructure, l'absence de démocratie dans nos instances de gouvernance européenne, l'absence de sentiment de citoyenneté. Quand on pose la question à quelqu'un dans la rue, est-ce qu'il se sent européen, la réponse est souvent négative. La bureaucratie, l'excès de normativité, et puis l'excès de régulation aussi. On parlait des aspects économiques. Aujourd'hui, la balance et l'équilibre entre la régulation et l'innovation penchent sensiblement. Donc, bien sûr, pour regarder ce qui fonctionne, je crois que la diversité de nos pays, effectivement, c'est une force d'un côté, mais de l'autre, les intérêts des 27 ne pourront pas être alignés. Donc quand on a dit ça, et la suite, quelle est-elle? Eh bien, c'est de garder le fondamental, de garder ce qui nous unit, mais d'être pragmatique, d'avancer vers plus d'intégration sur des sujets qui peuvent nous rassembler collectivement, mais ne pas forcément garder cette eurobéatitude dans laquelle nous avons été depuis tant et tant d'années. C'est-à-dire que l'Europe, oui, pour ce qu'elle incarne, oui, pour le marché commun, pour les aspects économiques, pour peser dans la mondialisation, mais encore une fois, ça doit se faire avec, de manière différemment orientée, avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de pragmatisme. Moi, je ne suis pas contre la mise en place précisément d'un protectionnisme intelligent. Et en disant cela, ça n'est pas prôner le repli sur soi, ou non, c'est simplement regarder le monde tel qu'il est, regarder les mécanismes de puissance tels qu'ils sont aujourd'hui, et s'assumer d'un point de vue, avec les outils qui sont les nôtres, précisément pour ne pas être largué, si je puis dire, dans la recomposition de la puissance aujourd'hui. Donc l'Europe a énormément d'atouts, mais en tout cas, elle ne peut plus continuer, c'est notre conviction, dans cette voie bureaucratique, technocratique qui lui manque, qui lui permettra pas de s'affirmer face à des pays qui, par nature, sont beaucoup plus efficients et pragmatiques. Ça, je crois que c'est un vrai sujet pour demain. Merci. Nicolas, tu connais le mot de Simone de Beauvoir, la fatalité ne triomphe que si on croit en elle. Est-ce que c'est aussi ta lecture? Un mot de conclusion. Oui, complètement. Moi, je pense que l'Europe a la capacité de bouger quand la situation est difficile. C'est le cas de la France aussi. La France, c'est quand même un pays étonnant dans son histoire. La France, c'est le pays qui est toujours en retard ou toujours en avance. Jamais synchrone. Mais c'est pour ça que je suis très confiant, parce que ça fait assez longtemps qu'on est en retard. On va bientôt être très en avance, oui. Alors. Non, mais je t'ai trouvé d'ailleurs tout à l'heure un peu sévère avec le 19e siècle, parce que quand même, la fin du Second Empire, la Belle Époque, etc., les expositions universelles, la France était quand même regardée. 2024, tu me demandes de conclure. Quels sont les deux moments qui nous ont rendus fiers? Les Jeux Olympiques et la réouverture de Notre-Dame. Mais il faut qu'on y réfléchisse en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des lois d'exception. Enfin, pour les Jeux Olympiques, c'est classique, c'est automatique. Mais pour Notre-Dame, on a fait des lois type Jeux Olympiques, où on a dit, grosso modo, à tous ceux qui participaient à cette affaire, tout ce qui vous emmerde tout au fur et à mesure de l'année, là, ça ne s'applique pas. Et donc, les règles qui s'appliquent sont les règles, on n'est pas dans de non-droit. Ce sont simplement les règles du droit commun.
Donc la règle du droit, hein. Voilà. Mais ce sont celles-là qui s'appliquent et pas d'autres. C'est ce qui a permis de faire des logements rapidement, ce qui a permis etc., de faire des appels d'offres plus rapidement, etc. Au passage, on a aussi mobilisé beaucoup d'argent privé. Donc on peut faire de très grandes choses dans le domaine de la culture et dans le domaine du sport. Je le rappelle, hein, la culture, c'est pas forcément payé par l'État. Hein, la culture, ça peut être aussi financé par de l'argent privé. Bon, ce que je dis est tellement vrai que Notre-Dame, ça a été surfinancé. Il y en a encore de l'argent dans les pics. Et je ne pense pas que Notre-Dame, financée par de l'argent privé, ait été un sujet de honte pour la France. Bon. Donc, on a dit aux Français, on a 2 projets grandioses, donnez le meilleur de vous-même, il y a de l'argent, ça va être relativement simple. Et dans ces 2 cas, la France a impressionné le monde. Mais vraiment. Vraiment. Et c'était fantastique. Alors moi, ce que je souhaite, et je pense que c'est possible, pour l'avenir du pays, c'est que Notre-Dame, les JO, ce ne soient pas des parenthèses, mais ce soit la vie quotidienne de notre pays. Merci beaucoup. On peut les applaudir. La France peut impressionner le monde. Voilà, j'ai envie de retenir ça. Chers amis, nous allons dans quelques minutes passer à notre premier grand témoin ici même. Donc ne bougez pas. Laurence Poirier-Dietz qui dirige GRDF. Ça se passe là et voilà. Restez et à tout de suite.